Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Vous allez arriver tous au fur et à mesure. Je vais un petit peu au début peut-être répéter deux, trois choses, mais dire que nous sommes donc en mode webinaire, ce qui signifie que vous avez vos micros et caméras coupés, c'est normal. Seuls les intervenants du webinaire peuvent activer leur caméra et micro. Comme normalement, vous êtes quand même un certain nombre, vous êtes inscrits à ce webinaire, donc on ne va pas pouvoir vous laisser la parole. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est d'échanger via l'onglet Conversation. Voilà, je vois que Sylvie Leroux a dégainé la première, donc je vous invite à prendre le temps, si vous souhaitez, de vous présenter dans le chat. Hein. Ça peut être toujours bien au début de webinaire de prendre un petit temps pour voir qui sont les participants. Vous êtes déjà près de 70 participants connectés, je vois. Donc, ce webinaire, je le répète pour certains, donc micro et caméra coupés, je vous invite à vous exprimer via l'outil, via l'onglet Conversation. Donc, ce webinaire est enregistré, ce qui signifie qu'il sera accessible en replay dans quelques temps. Vous en serez informés pour ceux qui souhaitent le revoir ou le conseiller à d'autres personnes. Donc les consignes, je vous les ai données par rapport au déroulé et au fait que vous aurez le replay disponible. Et puis je vous dis dès à présent, parce que c'est une question qu'il y aura dès qu'on va partager le diaporama, le support qui vous sera présenté aujourd'hui vous sera envoyé aux participants après à l'issue. Voilà. Voilà pour les petites consignes de démarrage. Du coup, je vais dès à présent partager mon écran pour qu'on ait la présentation sous les yeux. Je pense que ça devrait fonctionner. Est-ce qu'on voit bien le diaporama? Moi, je ne vous vois plus. Donc, on va jongler à vue par rapport à... On voit très bien, Sandra. On voit très bien, merci. Bien. Merci, Aïcha. OK. Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Donc, on est en mode webinaire, vos micros et caméras sont coupés. Vous pouvez échanger via l'onglet Conversation. Et puis, je vais dès à présent faire ce que je fais toujours en décalé, c'est-à-dire me présenter et présenter les intervenants qu'il y aura dans ce webinaire. Donc, je suis Sandra Dos Santos, référente du Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme. Je vais co-animer ce webinaire avec, vous l'avez entendu, ma collègue Aïcha Talbi, qui est présente aussi. Et puis, vous voyez à l'écran les différents intervenants. Donc, juste à côté de moi, vous avez ma collègue. Je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Malika Demeotis, donc chargée de projet à l'Observatoire du Cariforep de Normandie. Et donc, nous aurons au long de ce webinaire trois autres intervenants. Vous en apercevez deux à l'écran, mais derrière une caméra, il y a deux personnes. Donc, ils se présenteront au moment peut-être où ils prendront la parole, mais je les remercie dès à présent d'être là pour aussi enrichir cette présentation de l'étude que vous allez avoir. Je les laisserai prendre leur temps chacun de se présenter et de bien préciser aussi évidemment les fonctions qu'ils occupent parce que ça sera important pour ce webinaire qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, voilà pour les intervenants, vous avez les noms en même temps à l'écran qui s'affichent. Hein, donc, pour le CASNAV, nous aurons Sandrine Boussarnilly et Florian Monod. Et puis, nous aurons Jérôme Leclerc en tant que responsable au Normandie d'éducation et formation qui nous fera aussi une focale à un moment donné. Voilà pour les intervenants. Pour le déroulé en soi, je vais tout d'abord faire une rapide introduction, moi, sur dans quel contexte s'est mis en place cet observatoire des risques d'illettrisme dans le cadre dans lequel est produite l'étude qu'on présente aujourd'hui. Je vais revenir là-dessus assez succinctement. Puis après, je vais laisser la parole à Malika. Ça sera quand même Malika, intervenante principale aujourd'hui, qui va donc reprendre et présenter l'étude qui a été réalisée sur les primo-arrivants en Normandie. Et sa présentation sera donc étayée d'éclairages que nous apporterons donc à la fois éducation et formation et le CASNAV. Et puis,
En conclusion, on vous présentera, alors ce sera Aïcha qui prendra la main à ce moment-là, les projets nationaux dans lesquels nous sommes impliqués en lien avec cette étude, justement, pour vous donner des éléments complémentaires. Et on terminera avec une petite vidéo de témoignage d'un primo-arrivant. Voilà pour le déroulé de ce webinaire. Je le répète pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, n'hésitez pas à vous exprimer via le chat. Vous ne pourrez pas poser des questions en direct, mais vous pouvez les poser via l'outil conversation, vos questions, et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure, tant que faire se peut. Alors, moi, je vais tout de suite aller sur le petit contexte d'où vient cette étude, comment elle a pu aujourd'hui être réalisée. Merci Malika. Donc, en fait, à l'origine, a été mis en place ce qu'on appelle l'Observatoire des risques d'illettrisme. Alors, l'Observatoire des risques d'illettrisme, c'est quoi en fait? Il s'est mis en place dans le cadre du plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme, qui en fait courait de 2008 à 2011, 2008 à 2011 décidément, 2018 à 2021, j'ai du mal en ce moment avec les dates. Et donc dans le cadre de ce plan, le comité technique du plan s'était dit qu'il aurait été vraiment intéressant d'avoir un observatoire en Normandie pour un petit peu avoir des chiffres et des données plus précises sur la problématique des risques d'illettrisme, en créant du coup cet observatoire qui s'appuierait à la fois au sein du CARIFOREF sur le centre ressources illettrisme et analphabétisme, mais surtout aussi sur l'observatoire régional emploi-formation, dont Malika fait partie en tant que chargée d'études. Donc, ça a été la mise en place en 2021, le lancement de cet observatoire, qui a donné, donc, comme vous le voyez à l'écran, la première étude qui a pu être publiée en 2022. Donc, une étude qui s'appelait et qui s'appelle toujours, car vous pouvez toujours la consulter. Je vous invite à aller la consulter après si vous le souhaitez. Donc, qui s'appelle une approche des risques d'illettrisme par la démarche statistique. Donc, qui permettait d'avoir des premières données régionales. Alors, non pas sur l'illettrisme en Normandie, parce qu'avoir des données sur l'illettrisme en soi, c'est complexe, mais avoir tout un ensemble d'indicateurs autour de la problématique de l'illettrisme pour apporter un éclairage sur cette problématique en région. Et suite à cette première étude qui a eu lieu en 2022, on s'est en interne dit que ce serait intéressant du coup d'élargir le périmètre de l'observatoire qu'on a pour l'instant laissé nommer de cette façon, c'est-à-dire l'Observatoire des risques d'illettrisme, à un périmètre plus large, en accord aussi avec le champ d'intervention du Centre ressources illettrisme et analphabétisme, et du coup d'y intégrer toutes les problématiques aussi relevant du public migrant et réfugié. D'où, en 2023, la mise en place d'une étude sur ce champ-là, donc qui a été réalisée par Malika l'année dernière, et la publication en fin d'année de cette étude sur le public primo-arrivant. Donc, une étude qui, vous allez voir, permet vraiment de compiler différents indicateurs sur les publics et qui permet à la fois aux institutionnels et aux acteurs régionaux de disposer d'un panorama normand sur ce public. Donc, voilà pour l'introduction sur le contexte dans lequel a été réalisée cette étude. Et alors, dès à présent, je dois jongler, je vous préviens, entre mon écran et différentes choses, donc je vais jongler sur autre chose. Dès à présent, je vais vous proposer, avant que Malika, justement, se lance dans la présentation des résultats, je vais vous proposer un petit sondage. Alors, normalement, ce qui va se passer, si tout se passe bien, parce qu'il y a toujours un délai de latence, va s'afficher sur votre écran un petit sondage. J'espère que ça va fonctionner, vous allez me le dire très rapidement. Donc, je le lance et je vous invite à répondre à ce que vous pensez être la bonne réponse. Est-ce que ça fonctionne déjà? De mon côté, je le vois. Il apparaît au milieu de mon écran. Mais on le retrouve aussi dans le chat pour ceux qui ne le verraient pas au milieu de l'écran. Alors, ça a l'air de fonctionner. J'ai des réponses qui apparaissent. Est-ce que vous dites
Est-ce que vous voyez, normalement là je suis à 34 réponses, il y a peut-être des gens pour qui ça, quand ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à faire ce que comme certains le font, c'est-à-dire que quand vous ne le voyez pas à l'écran, certains donnent la réponse dans le chat, mais normalement ça devrait apparaître dans l'onglet conversation, vous allez pouvoir répondre à ce petit sondage, je le relis à haute voix parce que je ne l'ai même pas lu, mais à votre avis en Normandie, quel est le pourcentage de la population immigrée? Donc pour l'instant, en termes de réponses, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui répondent dans le chat. Peut-être que ça ne s'affiche pas sur votre écran, le sondage, mais si vous le voyez, n'hésitez pas à cliquer directement dans le sondage. En tout cas, dans ce que j'ai moi à l'écran en termes de réponse au sondage, on est à, plus de 60% qui donnent la réponse de 4,7%. Et Malika, je pense que je vais repartager mon écran et le diaporama, et va pouvoir nous dire si la majorité d'entre vous ont la bonne réponse. Mais voilà, on en est à 61%. Donc, je propose de repartager le diaporama et de laisser la main à Malika. Hop. On devrait être bon. Et je vais passer ma petite souris. Hein, c'est ça que tu veux? Sarah, si tu peux enlever le sondage de l'écran. Il est toujours à l'écran. Ah oui, parce qu'on l'a là. Tu sais pourquoi? Parce qu'on jongle avec deux écrans de notre côté. Excusez-moi. Voilà, hop. Et voilà. Hop, hop. Voilà. C'est bon. Excusez-nous, il y a un petit problème technique de notre côté. On n'avait pas le bon visuel à l'écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, cette là quand je l'avance. Ouais. Là, hop. On a un petit problème de souris. Voilà. Voilà. Avec la molette, ça marchera mieux. Ok, merci. Oui, donc, bon, un petit visuel pour vous rappeler la page de garde de l'étude avant de vous donner la réponse au petit sondage. Voilà, on va aller directement dessus. Donc, la bonne réponse, c'était 4,7% de la population normande qui représente la population immigrée, donc soit un peu plus de 156 000 personnes en Normandie. Un petit rappel, donc, est immigrée toute personne qui réside en France, mais qui est née étrangère dans un pays étranger. Mais tout immigré n'est pas forcément étranger, puisque certains ont acquis depuis la nationalité française. À l'inverse, une petite précision, tout étranger n'est pas forcément immigré, car il peut être né en France de parents étrangers. Et puis, tant qu'on est sur les pourcentages, juste vous rappeler qu'au niveau de la France, on dénombre 7 millions d'immigrés, ce qui représente à peu près 10% de la population totale. Donc, parmi ces 7 millions d'immigrés, on a 2,5 millions qui ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée en France. Donc, le petit pourcentage, voilà, on m'en dit, hein, donc la majorité d'entre vous avait raison, hein, c'était 4,7% de la population normande. Si on s'intéresse au profil de cette population, on voit que près de la moitié de cette population vit en Seine-Maritime. On a un chiffre de 46% en Seine-Maritime. Vient ensuite l'Eure avec 20%, le Calvados avec 17%, suivi de la Manche et de l'Orne avec un pourcentage quasi équivalent. On a une population immigrée qui est composée à part égale, hein, quasiment d'hommes et de femmes. Et plus de la moitié de cette population est âgée de 25 à 54 ans. Vient ensuite 31% de cette population qui est âgée de 55% et plus, 11% de 15 à 24 ans et 6% qui a moins de 15 ans. Concernant le pays de naissance de la population immigrée en Normandie, on a 52% de la population immigrée qui réside en Normandie qui est née en Afrique. Alors, une petite précision sur les 52% qui est né en Afrique, on a 29% qui est né en pays du Maghreb et 23% sur d'autres pays d'Afrique. Alors, tout ce que je vous donne en plus, hein, ces détails, vous les retrouverez forcément dans l'étude. Hein, ils ne sont pas forcément visibles sur cette slide. Après, on a également 28% de la population immigrée qui vient d'Europe, dont 11% de l'Europe du Sud, 8% d'autres pays de l'Union européenne et 9% d'autres pays de l'Europe. On a également, sur les 16% de l'Asie, 5% qui vient de la Turquie ou d'un pays du Moyen-Orient et 11% d'autres pays de l'Asie.
et enfin 4% de l'Océanie. Si on s'intéresse toujours par rapport au profil de la population immigrée en Normandie, au type d'activité de cette population, on a un peu plus de, enfin, quasiment 43% de la population immigrée qui est en emploi. Et parmi ces actifs en emploi, on a 58% d'hommes et 42% de femmes. Donc les autres pourcentages se répartissent sur les retraités, avec quasiment 20%, quasiment 15% de chômeurs, et puis une autre population inactive de 16% environ, si on compte les inactifs et les femmes et les hommes au foyer, et enfin un peu plus de 6% d'élèves étudiants ou stagiaires. On va repartir après la présentation du profil de la population immigrée en Normandie sur un autre petit sondage. Alors, je redonne la main à Sandra. Je refais mon petit. Alors, c'est pas ça que vous voulez me montrer. Hop, je suis obligée de jongler à chaque fois. Donc, c'est un petit. Je relance. Alors, comme tout à l'heure, hein, j'ai vu malheureusement qu'il y en a a priori qui n'ont pas accès. Donc, n'hésitez pas à répondre via le chat, hein, ce que vous pensez être la bonne réponse. Donc là, on va rentrer dans une partie explicative et un éclairage qui va nous être amené par Jérôme. Mais avant, voilà, on emploie beaucoup de sigles, on sait, dans nos métiers et dans notre quotidien, malheureusement. Donc, d'après vous, que signifie le petit sigle CIR? CIR, je précise à l'oral, C-I-R. Alors, pour l'instant, nous avons en tête la troisième proposition, le contrat d'intégration républicaine qui se démarque largement. On laisse encore un petit peu répondre au sondage et puis ce qu'on va proposer après, c'est qu'on va ouais, les 35 réponses, je pense qu'il y a vraiment des personnes pour qui c'est compliqué de répondre au sondage. Donc ça fera qu'on améliore pour le prochain webinaire parce vous êtes quand même, je le dis, 92 participants à l'heure actuelle et j'ai que 35 réponses. Donc il doit y avoir un petit souci avec les sondages, mais je vois qu'il y a plein de réponses qui fusent dans le chat aussi. Donc, merci pour vos réponses, hein. Ça reste quand même à plus de 80% le contrat d'intégration républicaine qui est donné comme bonne réponse, Jérôme. Donc, ce que je vais te proposer dès à présent, c'est de justement, si tu pouvais nous en dire plus sur ce qu'on entend par contrat d'intégration républicaine et puis aussi peut-être, voilà, je vous ai même donné la réponse en faisant ça. Vous avez vu comment je suis. C'est ça que je voulais vous partager, voilà. Et je te laisse la parole du coup, Jérôme. Est-ce que tu peux voir si déjà si on t'entend bien lorsque tu vas parler? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien, Jérôme. Vous m'entendez bien? Parfait. Je vous remercie. Donc, je me présente. Je suis Jérôme Leclerc. Je suis le responsable de l'OFI chez Éducation et Formation. Éducation et Formation est donc l'organisme de formation mandataire sur le marché de l'OFI, marché qui maintenant porte sur toute la région Normandie. Et nous sommes donc mandataires pour le marché de la formation linguistique et de la formation civique. Je vais vous présenter donc le CIR. Le CIR, donc, est le contrat d'intégration républicaine. Le contrat d'intégration républicaine est donc un contrat à destination des personnes étrangères, les personnes hors de l'Union européenne, visant à s'installer de manière durable en France. Hors Union européenne, donc pour illustrer mon propos, voilà, depuis quelque temps, 1 an ou 2 ans maintenant, peut-être même plus d'ailleurs, depuis le Brexit, bien par exemple, nous avons maintenant des citoyens britanniques qui signent ce contrat. Ce contrat est donc un contrat entre le signataire, donc la personne étrangère, et l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce contrat est signé dans les locaux de l'OFI.
Donc, pour la région Normandie, il y a 2 directions territoriales, une sur Caen, une sur Rouen. Celle de Rouen est en charge des départements de Seine-Maritime et de l'Eure, et celle de Caen est en charge des départements de l'Orne, de la Manche et du Calvados. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, les signataires passent d'abord par ce qui s'appelle la plateforme d'accueil, la PFA. Tous les signataires passent un positionnement linguistique, donc qui est assuré par nos soins. Il y a donc une évaluation de leur niveau à l'écrit et à l'oral. Il y a dans le même temps l'évaluation de la capacité et de la volonté à éventuellement suivre de la formation à distance. Et enfin, donc, il y a une proposition d'orientation vers un parcours linguistique et une certification. Donc, pour les personnes qui n'ont pas le niveau A1, eh bien, dans ce cas-là, la formation linguistique est obligatoire. Il y a 4 types de parcours. Il y a un parcours de 100 heures, un parcours de 200 heures, un parcours de 400 heures et un parcours de 600 heures. De fait, une personne qui se voit proposer un parcours de 100 heures, donc proposition basée sur les résultats de l'évaluation, eh bien entendu, est plus proche du niveau A1 qu'une personne qui, elle, se voit prescrire 600 heures, qui de fait en est très éloignée, puisque ce parcours concerne les personnes non lectrices, non scriptrices, non communicantes. À titre de comparaison, un profil universitaire, si vous alliez en Alliance française, c'est le plus connu, le parcours A1 se fait en 80 heures. Donc là, vous voyez, on est sur quelque chose donc, de 600 heures. Il y a plusieurs possibilités de rythme, comme vous le voyez, rythme intensif, semi-intensif ou extensif. Extensif, c'est donc c'est le type de parcours qui est proposé aux salariés, puisque nous faisons également des cours le samedi matin. Voilà, donc ça, c'est la partie obligatoire. Les personnes qui, elles, ont validé le niveau A1 peuvent se voir proposer, en fonction de leur niveau, un parcours A2 d'une durée de 100 heures, donc, ou un parcours B1 qui dure également 100 heures, avec bien entendu la possibilité d'enchaîner les parcours, de faire le niveau A1. Si le niveau A1 est acquis, vous pouvez passer au niveau A2. Si le niveau A2 est acquis, vous pouvez passer au niveau B1. En parallèle à cela, toutes les personnes signataires du CIR, quel que soit le niveau, se voient sur ce marché proposer une certification qui aujourd'hui est prise en charge par l'OFII. Donc, il existe plusieurs types de certifications. Il y a la certification DELF, il y a la certification TEF et il y a la certification TCF. DELF, c'est le diplôme élémentaire de langue française. Le TEF, c'est le test d'évaluation en français. Et le TCF, c'est le test de connaissance du français. Voilà, toutes ces certifications vont donc du niveau 1 au niveau B1, sachant qu'en général, on privilégie la proposition d'une certification, le passage d'une certification pour les niveaux A2 et les niveaux B1, puisque là, le passage de cette certification leur apporte des choses concrètes, en ce sens que, et là je vous parle d'aujourd'hui, puisque la loi immigration dont on attend les décrets d'application va modifier tout cela. La loi actuelle, donc, pour une carte de résident, une carte de 10 ans, il faut un niveau A2 validé. Et pour pouvoir solliciter la naturalisation, il faut un niveau B1 à l'écrit et à l'oral. Je précise parce qu'il y a quelques années, seul le niveau oral suffisait. Donc maintenant, c'est le niveau B1 à l'écrit et à l'oral et le niveau requis pour déposer une demande. Après, ça n'est qu'un élément au sein de cette demande. À titre d'information, puisque nous sommes sur cette question,
La loi immigration donc, va relever d'un niveau les exigences linguistiques pour chaque demande de carte de séjour ou de naturalisation. Par exemple, à l'heure actuelle, pour une carte pluriannuelle, c'est-à-dire une carte 2 ans ou 4 ans, il est simplement demandé d'avoir effectué un parcours linguistique sur l'OFII, si on n'a pas obtenu le niveau A1, à hauteur de 80%. Dorénavant, pour solliciter ces cartes en préfecture, dès que la loi sera appliquée, le niveau A2 sera exigé. Pour la carte de résident, dans la future loi, le niveau B1 sera exigé et pour la naturalisation, dans le cadre de la future loi, le niveau B2 sera exigé. Également, dans le cadre de la signature du CIR, et cette fois, ça concerne tous les signataires doivent suivre 4 journées de formation civique. Ces 4 journées ont lieu sur un laps de temps qui dure 3 mois. Donc, on a la J1, la J2 et la J3 qui, elles, sont générales, vous voyez, dont les thématiques sont s'approprier les principes de la République, connaître les règles de la vie en France. Alors, ça va de l'inscription au Pôle emploi à l'inscription pour les enfants à l'école, la CAF, la Sécu, etc. Répondre à des besoins pratiques et accéder à l'autonomie. À l'issue de cela, les signataires peuvent choisir une J4 de leur choix. Il y a donc 2 typologies de J4. Une J4 qui sera plus axée sur l'emploi et l'accès aux formations qualifiantes. Et le deuxième type de J4 est la J4 socio-culturelle. Donc là, sur la santé, sur la prévention, l'accès à la culture. Voilà, donc à l'issue de ces formations et dans un délai de 3 mois, les signataires, quel que soit le type de parcours qu'ils ont suivi, se voient reçus à l'OFII pour un entretien bilan. Et en fonction de leurs besoins et de leur situation, il y aura, si besoin, une orientation vers les services de proximité et de services publics de l'emploi et un rappel de la possibilité des parcours complémentaires, donc à savoir A2 et B1, et des certifications. Voilà en quelques mots la nature du CIR et ce qui est attendu des signatures du CIR, leur parcours. Merci à toi, Jérôme, pour tout cet éclairage. Je n'ai pas vu de réaction dans le chat, mais n'hésitez pas à réagir et s'il y a des questions que vous souhaitez approfondir. Ce que je propose maintenant, c'est de passer à la partie chiffres avec Malika, avec tout ce que nous a présenté Jérôme, voir en Normandie ce que ça représente. Donc, je repasse à nouveau la parole à Malika et je vais même. Alors. Oui, c'est bien. C'est bon. Oui, donc je vais vous donner les chiffres pour la Normandie. Avant, un petit élément de contexte. Donc, en France, on a plus de 110 000 CIR qui ont été signés en 2022. Et en Normandie, le chiffre est de 4 403 signataires, avec une évolution entre 2022 et 2021 de quasiment 19%. Donc, le profil des signataires sur notre territoire, comme motif d'entrée, on a un motif qui est majoritaire, qui est celui du motif familial. Donc, pour rappel, ça peut être un conjoint français, parent d'enfants français ou un regroupement familial. Vient ensuite le motif asile avec quasiment 30%, mais plutôt les réfugiés, et économique avec 5%. On a donc une majorité d'hommes avec un chiffre de 52,4%. Et des signataires qui sont assez jeunes, puisque plus de 66% ont entre 26 et 45 ans. Concernant la nationalité, les 5 nationalités les plus représentées, donc qui représentent en tout 34% des signataires, sont en premier la nationalité afghane, avec 601 signataires, marocaine, 353 signataires, tunisienne, un peu plus de 230, algérienne, 187, et enfin guinéenne, avec 125 signataires. Concernant le niveau d'études,
Pour 42,6% d'entre eux, on est sur un niveau d'études secondaires, un niveau primaire pour quasiment 14%, et un peu plus de 10% n'ont jamais été scolarisés. Pour ceux qui ont déclaré avoir suivi des études dans le supérieur, un peu plus de 47% d'entre eux ont un niveau bac plus 4, voire plus. Enfin, concernant l'activité professionnelle, un peu plus de 70% des signataires ont déclaré qu'ils exerçaient une activité professionnelle dans leur pays. Et un peu plus de 30%, enfin on va dire 31% d'entre eux ont retrouvé en France une activité professionnelle. Elle veut pas avec moi. Merci Sandra. Là, je vous ai mis une double page qu'on retrouve dans l'étude, qui est peut-être pas forcément facile à appréhender comme ça sur un PowerPoint, mais qui est quand même intéressante. C'est une infographie qui reprend le profil des signataires du CIR par département. Donc, elle est en double page dans l'étude. Hein, vous pouvez très bien la récupérer, l'imprimer si vous en avez besoin. Et donc, pour chaque département, on a ressorti des indicateurs qui sont le genre, l'âge, la nationalité, le motif d'entrée, le niveau d'études et l'activité professionnelle exercée en France et dans quel secteur d'activité. Je vais vous faire des petits focus, que là, c'est, voilà, comme je vous le disais, c'est un peu difficile à appréhender comme ça, mais il faut savoir qu'elle existe et que vous pouvez la retrouver dans l'étude. J'ai fait quelques focus sur des chiffres qui sont intéressants à faire ressortir. Vraiment, c'est bon. C'est bon. Notamment sur le nombre de signataires en Normandie, on voit qu'il y a une évolution importante en Seine-Maritime avec plus de 30% de signataires entre 2022 et 2021 et également dans la Manche avec une évolution de quasiment 39%. Autre chiffre intéressant, donc c'est dans l'Orne où là, par rapport aux autres départements, on a une part des hommes qui est un peu plus élevée que dans les autres départements avec quasiment 60%, alors qu'on est plutôt sur des chiffres équivalents dans les autres départements entre les hommes et les femmes. Sur le motif d'entrée des signataires, c'est pareil sur les départements Seine-Maritime, Calvados et l'Eure. On est plutôt sur un motif d'entrée, enfin on est sur un motif d'entrée signataire asile, donc réfugiés. Et dans l'Orne et la Manche, c'est le... Non, excusez-moi, je me suis trompée. C'est plutôt le motif familial qui ressort pour les trois départements Seine-Maritime, Calvados et l'Eure. Et là, dans l'Orne, on voit que c'est le motif asile avec quasiment 48%. Et c'est une particularité qu'on retrouve également dans la Manche, avec quasiment 42% du motif d'entrée des signataires qui est un motif asile. Concernant les nationalités les plus représentées parmi les signataires, hein, sur l'ensemble des départements, c'est la nationalité afghane qui arrive en premier, mais c'est dans la Manche qu'on retrouve la part la plus élevée avec 21% des signataires. Autrement, sur l'activité professionnelle des signataires, c'est dans la Manche également que la part des signataires qui a retrouvé une activité professionnelle est la plus élevée, avec quasiment 37%. Et on a une autre spécificité dans la Manche, puisque sur les autres départements, dans notre top 3 là, des secteurs, c'est le bâtiment qui arrive en premier, à part dans la Manche, justement, où là, c'est l'hôtellerie, la restauration qui est le premier secteur employeur. Donc là, je vais pas revenir hein, sur la définition des formations linguistiques par niveau, etc., parce que Jérôme l'a fait juste avant. Mais là, on va être encore sur du chiffre. Donc, avec le taux de prescription des formations A1 et le type de parcours, notamment en volume d'heures qui est prescrit par département. Donc là, dans le Calvados, on a un taux de prescription qui est quasiment de 49%, dans la Manche de 52% et dans l'Orne de 53%. Et comme l'a dit Jérôme, voilà, on a donc 4 volumes d'heures différents et sur ces départements, on voit que c'est la prescription de 200 heures qui est la plus importante avec 41% dans le Calvados, 36% pour l'Orne et la Manche. Et sur nos deux autres départements, la Seine-Maritime et l'Eure,
On a un taux de prescription qui est un petit peu inférieur, avec 42% pour l'Eure et la Seine-Maritime. Et toujours le volume de 200 heures qui est le plus élevé dans les prescriptions des formations, des parcours. Par contre, je crois que il me manque. Je suis allée un peu vite parce que. Alors. Il y a une vignette que. Non, elle ne veut pas cette souris. Ah, elle ne veut pas. Alors. Parce que j'avais quand même la répartition par volume d'heures. Voilà. Non, encore celle d'avant. Voilà. Non, celle-ci. Non, voilà, celle-ci. Là, en fait, ça reprend nos 4 volumes d'heures, 100 heures, 200 heures, 400 heures, 600 heures. Et là, c'est un chiffre global. On voit que 45% des signataires du CIR, donc ce qui représente quasiment 2000 personnes, ont bénéficié d'une prescription à 1, avec une répartition de 37% pour 200 heures, 30% pour 600, 17% et 16% pour 400 heures. Et en fait, cette vignette devait arriver avant le détail par département, mais bon, voilà, c'est pas grave, vous avez eu le détail par département juste avant. Et puis après, on va aller sur le taux d'atteinte, en fait, voilà, des formations. Donc là, ce tableau, il récapitule en fait le nombre de formations linguistiques. Donc là, c'est le nombre de signataires. Et puis le taux d'atteinte. On voit que le taux d'atteinte le plus élevé, c'est en Seine-Maritime, avec 72%, et le moins élevé, l'Eure, avec quasiment 44%. Sur les autres départements, on est sur un taux d'atteinte quasiment similaire, qui va de 61,4% à quasiment 66%. Donc, ce que je voulais vous dire d'autre, oui, il y avait des parcours complémentaires qui peuvent être proposés, comme l'a dit Jérôme, vers des niveaux A2 et B1. Pour rappel, les niveaux A2 et B1 vont permettre aux personnes de communiquer sur différents sujets de la vie quotidienne, d'utiliser des phrases simples et des expressions courantes, et ensuite d'obtenir aussi soit une carte de résidence, soit la nationalité française, selon les niveaux. Alors là, je vais repasser la parole à Sandra parce qu'il y a à nouveau un petit sondage avant de vous présenter les chiffres sur les élèves allophones nouvellement arrivés en Normandie. Peut-être avant le sondage, Malika, il y avait deux petites réactions dans le chat et deux petites questions peut-être à l'intention de Jérôme. Une personne qui se demandait qu'avec la nouvelle loi immigration, quel pourrait être le niveau requis pour entrer en formation CAP, par exemple. Ensuite, alors quelqu'un s'est proposé, a répondu A2. Est-ce que tu confirmes ou est-ce que tu as une autre réponse, à donner? Alors, il n'y a pas de lien à faire entre la nouvelle loi immigration et le niveau d'entrée en CAP, puisque la loi immigration concerne vraiment l'obtention des cartes de séjour. Ceci dit, à mon sens, on serait plutôt sur un niveau B1. Le A2, ça risque quand même d'être vraiment juste. Ah, juste, ok. Et puis une autre question concernant, est-ce qu'il y a un coût pour les signataires du CIR? Non, toutes les formations sont entièrement prises en charge par l'OFII. D'accord. Ah bah les questions s'affusent là. Pourriez-vous nous redonner le niveau attendu pour les différents titres de séjour avec la nouvelle loi? Alors, donc, avec la nouvelle loi, une fois que les décrets d'application seront passés, je le répète, à l'heure actuelle, c'est toujours les niveaux que j'ai pu évoquer précédemment. Avec la nouvelle loi, la carte de séjour pluriannuelle, c'est-à-dire la carte 2 ans ou 4 ans, le niveau A2 sera exigé. La carte de résident, c'est-à-dire la carte 10 ans, aujourd'hui, on demande le niveau A2. Avec la nouvelle loi, on demandera le niveau B1. Et enfin, pour demander la naturalisation, actuellement, pour la partie linguistique de la demande de naturalisation, on demande le niveau B1. Et avec la nouvelle loi, on demandera le niveau B2. Merci Jérôme pour ces informations. Une dernière petite question très rapidement. La question se pose sur les déplacements. Est-ce qu'il y a une prise en charge pour les bénéfices, pour venir passer le CIR? Non,
Il n'y a pas de frais de déplacement, il n'y a pas de prise en charge des déplacements. Donc s'il y a quelque chose, c'est que c'est lié à une structure, départementale, quoi? Oui, par exemple, là, c'est autre D'accord, chose. très Mais bien. c'est pour ça qu'il y a quand même un maillage territorial assez conséquent, alors qu'il ne pourra pas, bien sûr, répondre aux exigences, aux demandes de chacun, chacune, mais il y a quand même un niveau, D'accord, comment dire, un bon maillage. voilà. Donc Aurélie vous fait un Ouais. petit clin d'œil, Jérôme, en disant qu'il y a quand même un coût. Ah oui, de ce point de vue-là, oui, oui, tout à fait. Mais Voilà, la merci. formation, oui, oui. Alors après, je vois là, je confirme qu'à ce jour, aucun niveau n'est requis. Effectivement, il n'y a peut-être pas de niveau requis, mais par contre, pour être capable de suivre les cours, il faut un niveau bien. Merci Jérôme. Merci pour ces éclairages. Donc, voilà, au début, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez d'autres. On va passer maintenant à la deuxième partie, je dirais, de cette présentation avec du coup de nouveaux intervenants. Mais avant, comme l'a dit Malika, un nouveau petit sondage. Alors, toujours pareil, je m'en excuse auprès de ceux qui n'ont pas accès directement, mais vous pouvez répondre dans le chat. Donc, je démarre le nouveau sondage. Donc, l'idée étant là de vous poser la question, à votre avis, quel est l'effectif des élèves allophones nouvellement arrivés en Normandie à la rentrée 2021? Et là, vous avez trois fourchettes qui vous sont données, moins de 2000 élèves, entre 2 et 4000 élèves, plus de 4000 élèves. Donc voilà, comme tout à l'heure, on vous laisse prendre le temps un petit peu de répondre à ce petit sondage. Et puis, à l'issue du sondage, je laisserai du coup Malika commencer à présenter cette partie-là. Et pour cette partie qui va suivre, nous aurons des compléments qui seront apportés par Sandrine Boussarnili du CASNAF, qui est là aujourd'hui aussi avec nous. Alors, en termes de réponse au sondage, si encore j'arrive à jongler avec mes souris, j'ai un grand problème de souris aujourd'hui. Forcément, c'est pas la bonne. C'est le problème d'en avoir deux. Alors, du coup, C'était au-dessus. Ouais, dans le chat. Hop, je vais y arriver. Ah non, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus en visuel. Je ne sais plus combien vous avez répondu. Je vois quand même qu'il y a beaucoup entre 2000 et 4000 dans le chat qui sont mis. Et quand Alors, je regarde pour les réponses au sondage, si tu veux les résultats, sondage, oui. Oui. Alors, il y a 41% pour moins de 2000, 47% entre 2 et 4000 et 12% plus de 4000. Ok. Donc, c'est assez partagé entre la première et deuxième réponse. Merci Aïcha pour l'éclairage. Donc, je vais repartager dès à présent le diaporama parce qu'à chaque fois que je lance un sondage, ça saute. Et on va laisser Malika et puis Sandrine Boussarnili nous apporter des explications à ces données-là. Hop, hop. Malika, je me redonne la souris si elle va bien fonctionner. Hop, et je te laisse. La moitié d'entre vous avait, on pense correct, puisqu'on a un effectif total des élèves allophones nouvellement arrivés en Normandie de 3250 élèves. Donc une progression de 68% par rapport à l'année 2020-2021. Donc un petit rappel, les élèves allophones nouvellement arrivés ont des besoins éducatifs particuliers et tout d'abord forcément l'apprentissage du français en langue seconde. Alors, on dit que l'élève n'est plus élève allophone nouvellement arrivé, n'est plus considéré comme tel lorsqu'il devient autonome en français et que ses besoins éducatifs disparaissent. Si on s'intéresse donc au niveau école élémentaire, on a un effectif des élèves allophones qui est un peu plus de 1000 élèves et 46% d'entre eux bénéficient d'un soutien. À côté, à droite, vous avez une petite carte avec la répartition départementale de ces élèves. Donc 39% en Seine-Maritime, 21% dans le Calvados, 18% dans la Manche, 12% dans l'Eure et 10% dans l'Orne. Donc là, je pense que Sandrine, vous pouvez peut-être apporter des petits compléments sur ce que je viens de présenter, notamment sur les élèves qui bénéficient d'un soutien
Oui, peut-être préciser qu'effectivement, ces élèves soit sont pris en charge dans des dispositifs spécifiques pour les élèves allophones en complément de leur classe ordinaire. Et ici apparaît le mot soutien. Soutien linguistique, en fait, c'est lorsqu'il s'agit de moins de 9 heures en fait, de prise en charge. Donc, c'est très variable et ça dépend effectivement à la fois du territoire et des besoins de chaque élève. Donc, après l'école élémentaire, je vais vous donner les chiffres. Oh, je me suis encore stimuleuse. Oui, dans cette souris, j'arrive. Donc, au niveau collège, ah, voilà, il y avait une signal pour Sandrine. Donc, on a un effectif total des élèves en Normandie qui était un peu plus de 165 000 et on a 1500 élèves allophones nouvellement arrivés. 86% d'entre eux bénéficient d'un soutien. Même chose, sur votre droite, vous avez une petite carte où on voit que la moitié de ces élèves sont en Seine-Maritime, quasiment 20% dans l'Eure. Viennent ensuite le Calvados, la Manche et l'Orne. Sandrine, je ne sais pas si vous voulez apporter aussi Non, un bah peu. voilà. Sauf que là, effectivement, dans ce qu'on entend par soutien linguistique, puisque c'est le cadre de l'enquête nationale qui a voilà, des critères assez précis. Pour ce qui est du second degré, rentre dans le soutien linguistique des élèves qui ont moins de 12 heures de français langue seconde. Voilà. Merci. Ouais, je veux bien. Et enfin, pour les lycées, sur un peu plus de 100 000 élèves, on a 664 élèves allophones nouvellement arrivés au niveau lycée, avec un soutien pour 83% d'entre eux. Au niveau de la répartition départementale, on a toujours la Seine-Maritime en tête avec 43% d'entre eux. Et ensuite, ces élèves sont répartis dans la Manche, Calvados, Eure et enfin l'Orne. Alors, dans l'étude, pour ces 3 niveaux, je précise, avant que vous interveniez, Sandrine, on a une répartition par classe. Pour l'école élémentaire, le collège et le lycée, vous aurez le nombre d'élèves par classe. À vous, Sandrine. Non, mais je voulais simplement peut-être rajouter que et les élèves allophones n'ont pas forcément tous besoin non plus de l'apprentissage du français langue seconde, puisque certains peuvent arriver avec déjà un niveau de français suffisant. À l'inverse, nous avons des élèves francophones qui ont, eux, par contre, besoin d'un soutien linguistique. Bien sûr. Sur la prochaine slide, Sandrine, la parole est encore à vous, puisque voilà, vous allez pouvoir nous expliquer en fait comment se fait le positionnement de ces élèves. Voilà, comment finalement sont répertoriés ces élèves dans l'enquête nationale sur laquelle nous sommes en train de retravailler d'ailleurs avec le ministère, puisque les critères sont à affiner, que derrière un seul critère, parfois il y a des réalités différentes. Toujours est-il, là dans cette diapo, vous voyez finalement le parcours qui amène les élèves allophones en classe. Donc, dans le premier degré, le circuit est exactement comme pour les autres élèves. Ils vont aller en mairie, puis être inscrits à l'école. Et ensuite, il y aura l'intervention d'un enseignant d'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants qui fera un positionnement et qui indiquera si l'élève a un besoin ou pas de soutien linguistique. Et il pourra y avoir effectivement un accompagnement dans un dispositif ou au sein même de l'établissement. Pour le second degré, cette inscription passe par un rendez-vous dans les CIO, qui sont évidemment nos partenaires sur cet accueil et qui vont donc recevoir eux aussi les élèves de plus de 16 ans pour un entretien psy-EN, alors que le CASNAV va s'attacher plus à faire un positionnement linguistique et scolaire, langue d'origine, français, et puis évaluation mathématique. Et ensuite, il y aura effectivement une décision d'affectation pour les moins de 16 ans au collège, et puis au lycée, ou une orientation travailler avec les psy-EN et le CIO vers d'autres partenaires dans le cadre de l'obligation de formation pour les 16-18 ans. Peut-être répondre à une question qu'il y avait dans le chat. Il y a une personne qui demandait les effectifs des élèves allophones en moyenne dans une classe au lycée.
En lycée général et technologique, pour les secondes générales et technologiques, on a 205 élèves, 100 en première générale et technologique et 15 en terminale. En lycée professionnel, en seconde, on a 70 élèves, 12 en première professionnelle et 1 en terminale professionnelle. Donc ça, ce sont les nombres globaux que tu donnes, Oui. du coup, Malika, donc ramenés par classe, parce que la question, si je me trompe, c'était en moyenne dans une Oui, classe. là, c'est par niveau. Voilà, c'est par niveau, on n'a pas le nombre précis par classe. Je ne sais pas si un éclairage peut être apporté là-dessus, mais c'est un... Voilà. Alors, une petite dernière diapositive sur Oui, donc les élèves allophones. à ce que vous avez expliqué, Sandrine, en fait, donc on voit que les élèves sont inscrits dans une classe ordinaire en correspondance avec leur niveau scolaire et que cette scolarité elle peut être complétée par un dispositif d'aide, un soutien linguistique dans leur classe. Et en fait, là, sur ce tableau, vous avez par niveau le nombre d'élèves qui bénéficient d'un soutien ou pas, qui sont suivis par une unité pédagogique. Et donc, je vais vous redonner les pourcentages. Sur l'ensemble des élèves, hein, pour les 3 niveaux, ceux qui sont sans soutien logistique, on a 27%, 29% qui sont dans une classe dans leur cursus d'origine avec un soutien linguistique, 29% qui sont suivis par une PE2A, 10% par une PE2A NSA, donc ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas ou peu scolarisés dans leur pays d'origine, et 5% autres qui bénéficient d'un autre dispositif. Donc là, je crois que Sandrine, vous vouliez apporter un petit complément là-dessus. Effectivement, pour préciser, donc j'ai dit, voilà, sans soutien linguistique, il y a plusieurs situations. Hein. Soit, effectivement, l'élève allophone arrivant n'a pas besoin de ce soutien, soit, parfois, on peut avoir aussi un refus des familles, soit il n'y a pas de soutien dans l'établissement. Mais il faut savoir qu'on multiplie quand même l'ouverture de dispositifs à l'interne des établissements lorsque les élèves sont isolés. Soutien linguistique, donc je l'ai dit, c'est moins de 9 heures pour le premier degré et moins de 12 heures pour le second degré. Donc l'UPE2A, voilà, classique, c'est le dispositif qui va accueillir les élèves qui ont été scolarisés antérieurement, les NSA qui n'ont pas été scolarisés même dans leur pays en arrivant, donc il peut y avoir des élèves francophones ou pas d'ailleurs hein, dans ces dispositifs. Et autres, effectivement, là dans l'enquête, ça correspond à différents dispositifs. Hein. Et nous savons par exemple un dispositif pour les plus de 16 ans qui est expérimental dans l'Académie Normandie, qui sont les UPE2A NSA, hein, qui vont accompagner les allophones dans la construction de leur projet d'orientation. Donc, voilà, ils arrivent dans ce cadre-là. Nous avons aussi, dans ce autre, ceux qui peuvent être remobilisés dans d'autres dispositifs très, très variés, en fait, dans le cadre de l'éducation nationale. Voilà, donc il n'y a pas forcément le détail dans l'enquête, mais ça recouvre plusieurs situations. Merci Sandrine pour ces précisions. Il y a une petite question. Pouvez-vous répéter le nombre d'heures pour un élève relevant d'une PE2A NSA? Alors, en fait, le nombre d'heures dépend du profil de l'élève. Donc, je ne devrais pas avoir une... Voilà, les dispositifs sont des dispositifs de 18 heures, hein, si c'est par rapport à un dispositif implanté dans un établissement. Mais après, voilà, les élèves peuvent très bien avoir un certain nombre d'heures en inclusion. Enfin, voilà, donc il n'y a pas de règles strictes. Ça dépend vraiment, voilà, des besoins de chacun. Merci. Non, en fait, 12 heures maximum, 12 heures. c'est simplement pour la dénomination du PE2A. Qu'est-ce qu'une UPE2A? Dans les textes, dans la circulaire nationale, une UPE2A, c'est égal à 12 heures. En fait, c'est simplement ça. Donc, il y a évidemment des élèves qui ont plus que 12 heures, vous voyez. Mais c'est simplement la dénomination du PE2A. C'est pour ça que, voilà, les termes employés dans l'enquête peuvent prêter à interprétation. Merci. Merci Sandrine pour cet éclairage.
Ce qu'on vous propose maintenant, c'est en complément du coup de cet éclairage sur les élèves allophones, c'est de passer sur un dispositif à destination là, des parents. Et pour ce faire, on va laisser la parole à Florian Monod, qui est à côté de nous, Sandrine, voilà, qui va nous présenter un peu ce dispositif. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si on a eu l'occasion de le faire tout à l'heure, alors je le refais. On travaille pour un service de rectorat qui s'appelle le CASNAV. Donc, Sandrine Boussard y est coordinatrice académique donc pour les 5 départements. Et pour ma part, je suis chargée de mission académique et je m'occupe plus particulièrement de certains dispositifs, dont celui pour lequel on est réunis aujourd'hui, enfin en partie, l'OEPRE. Donc, l'OEPRE, qu'est-ce que c'est? C'est ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Donc, c'est un dispositif et ça fait vraiment écho à ce que Jérôme Leclerc a eu l'occasion d'expliquer tout à l'heure. Hein. C'est un dispositif qui est complémentaire au CIR, hein, qui est à la croisée d'une formation civique et d'une formation linguistique et qui s'adresse aux parents d'élèves, des élèves justement que Sandrine a eu l'occasion de présenter tout de suite. Donc voilà. Donc c'est un dispositif qui est national, qui s'appuie sur les établissements. Donc ça peut être en école, au collège, au lycée. Et c'est 120 heures années qui sont consacrées à ce dispositif-là pour accompagner les parents sur 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est la connaissance des attentes de l'école vis-à-vis des enfants, pour que les parents soient le plus au clair pour accompagner la scolarité de leurs enfants. Le second, ce sont les valeurs de la République. Et le troisième, c'est la capacité à communiquer le plus facilement possible en langue française, donc à l'écrit et à l'oral. C'est un dispositif qui est financé par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale. Que vous dire de plus? Oui, peut-être juste pour vous donner un ordre d'idée sur l'ensemble du territoire français, c'était 13 000 parents qui étaient accueillis l'année 2020-2021. C'était 17 000 2021-2022 et c'est 19 000 l'an dernier. Et c'est un dispositif qui monte en puissance, y compris dans l'académie qui est la nôtre. Mais je crois que Malika présentera les chiffres, donc je vais la laisser faire. Alors, si tu veux bien, c'est vrai que je souris. Problème avec cette souris. Donc oui, sur les chiffres pour le nombre d'ateliers d'inscrits par département sur l'année scolaire 2022-2023, vous les retrouvez dans ce petit tableau. Donc on avait 26 ateliers, 755 parents ont participé à ces ateliers. Alors là, si vous faites le petit total rapidement hein, du nombre d'inscrits, vous allez voir qu'il n'y a pas 755 parents parce qu'en fait là, ce sont les chiffres des 470 parents qui auront répondu à la fiche de renseignement. Donc, pour autant, pour ceux qui ont répondu à la fiche de renseignement, donc on en retrouve 200 en Seine-Maritime, 102 dans l'Eure, 96 dans le Calvados, et bien ensuite l'Orne avec 47 parents et 34 parents dans la Manche. Je veux bien, Sandra, s'il te plaît. Et si on s'intéresse en fait au profil des parents, on voit hein, sur ce petit trou, vous voyez plusieurs nationalités. En fait, en tout, on a 51 nationalités qui sont représentées. 56% des parents donc, sont arrivés en France il y a moins de 5 ans. Parmi les parents qui ont participé aux ateliers, on a 84% de femmes et une moyenne d'âge qui est de 45 ans. Donc 43% ont un niveau scolaire équivalent au premier degré ou infra et 36% ont un niveau de maîtrise de la langue française à l'écrit qui est inférieur à 1 ou qui sont en situation d'analphabétisme. Donc il faut savoir que ces ateliers ils peuvent mener vers une certification, donc le DELF, hein, diplôme d'études en langue française, ou le DILF, diplôme initial en langue française. Donc pour l'année 2022-2023, on a 103 candidats qui ont passé le DELF et 92% ont été admis. Et donc il y avait une nouveauté sur cette année puisque 31 candidats se sont inscrits au DILF et pour les résultats, 90% se sont présentés et ont été admis. Donc, je ne sais pas, Florian, si tu as des chiffres complémentaires à donner. Moi, c'est ce que j'avais ressorti de l'étude. Il y a un peu plus de choses dans l'étude, mais voilà, je voulais vraiment me focaliser sur le profil, mais je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Alors, les chiffres complémentaires sont...
Pour ce qui est du nombre d'ateliers ouverts, il était de 26 l'an dernier, il est de 29 actuellement. D'accord. Donc voilà, sur le nombre de parents accueillis, il est évidemment un peu plus important puisque, comment dire, il y a plusieurs ateliers qui ont ouvert. Par contre, sur les indicateurs qui sont ceux qu'on voit à l'écran là, c'est sensiblement la même chose. Une majorité en effet de femmes, une majorité aussi de parents accueillis qui sont de niveau, voilà, comme vous l'indiquez, plutôt A1.1, voire A1. Et pour ce qui est de la certification, donc en fait, il y a 2 moyens d'évaluation des parents dans le cadre de l'OEPRE. Il y en a un premier qui est celui que nous, on propose, avec un test d'évaluation qui fait figurer le niveau en fin d'année scolaire, puisque le DELF ne concerne qu'une partie des parents qui sont accueillis. C'est un appel à projet qui émane de la Diane, auquel a répondu l'Alliance française de Normandie, avec laquelle on travaille pour le proposer aux parents qui le souhaitent. Donc voilà, c'est assez inédit dans le sens où, comment dire, toutes les académies ne le proposent pas. Ça fait la 3e année maintenant. Donc voilà. Et puis, on se prépare là actuellement à cette campagne pour juin prochain, début juin prochain. Donc voilà. On peut peut-être ajouter que ce dispositif est ouvert voilà, toute l'année, c'est-à-dire que voilà, les inscriptions se font au fil de l'année et des mois. Hein. Donc, il y a toujours possibilité d'orienter des parents vers ce dispositif. Alors, les documents pour s'y inscrire sont envoyés aux partenaires, aux établissements. L'Office en fait le relais sur les territoires. Donc, mais ne pas hésiter à nous contacter pour que vous en soyez destinataire si vous le souhaitez également. Excuse-moi, du coup, je vois une petite question, Florian, dans le Ouais. chat. Peut-être tu peux préciser, parce que je ne sais plus si tu l'as dit ou pas, décliner le sigle du CASNAV. Je ne suis pas sûre, on aime bien utiliser beaucoup de cycles, je l'ai redit. Est-ce que tu peux le redire? Parce que du coup, quelqu'un demande. Donc, le CASNAV n'est pas un dispositif, mais une entité. Et donc, je vais vous laisser le décliner. C'est quand même mieux que ce soit vous qui le fassiez. Donc, c'est le centre académique pour la scolarisation des élèves allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Et donc, le CASNAV fait partie donc, du rectorat. Voilà. Et l'OEPRE est un des dispositifs voilà, de formation, et d'ailleurs peut-être même l'unique en direction des parents d'élèves allophones que l'on a à gérer. Donc voilà. Et puis sur le comment on oriente d'ailleurs, tu voulais peut-être, Sandra, que je réponde à ça également? Oui. Oui. Je l'indiquais, c'est-à-dire qu'à l'ouverture d'un atelier, on diffuse auprès des partenaires du territoire et des établissements de secteur l'information. Il y a un certain nombre de partenaires qui sont déjà repérés, qui connaissent, mais pour ceux d'entre eux pour qui ce n'est pas le cas, il n'y a aucune difficulté à revenir vers nous et à ce qu'on vous réadresse ce qu'est l'OEPRE, ses objectifs et les éléments de communication pour l'atelier qui est celui du secteur dans lequel vous vous trouvez. Et je crois que Aïcha l'indiquera plus tard, mais voilà, dans la cartographie Cariforef, normalement, tous les ateliers sont répertoriés. Merci pour les éclairages. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. On n'en a pas vu passer, Aïcha, je crois, dans le chat. Il me semble qu'on est bien au niveau des... Hein, ouais, vous avez répondu au fur et à mesure, donc c'est parfait. et bien, du coup, merci à vous. Merci en tout cas. Ce que je propose maintenant, justement, c'est de laisser c'est Aïcha qui va prendre la main maintenant pour justement apporter un éclairage sur les projets nationaux. Merci Sandra. Et d'ailleurs, je voudrais bien passer à la slide suivante pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit. Sandrine parlait d'une cartographie où vous pouvez retrouver l'intégralité des dispositifs destinée à l'apprentissage du français. Cette cartographie, donc, elle est sur le site du RCO, du réseau des Cariforef de France, tête de réseau national. Il y a eu un projet donc financé par la Diane de réalisation d'une cartographie pour que vous puissiez aller chercher sur votre territoire
dans votre ville les différents dispositifs qui existent. Alors là, on a parlé effectivement de l'OEPRE, on a parlé des formations aux filles, il y a aussi les ASL, il y a aussi les savoirs essentiels de la région. Et donc ces dispositifs-là, vous allez les trouver dans une cartographie nationale. On vous mettra le lien, hein, sur le chat pour que vous puissiez y accéder et faire une recherche d'abord par région et ensuite par ville à l'intérieur des régions. Donc, sur cette slide, vous avez l'interface. Tout d'abord, la première image, c'est l'interface de la cartographie. Ensuite, vous avez le module de recherche pour les professionnels correspond à l'image de gauche. Ensuite, sur la droite, vous avez une application qui s'appelle Bonjour, bonjour. Alors, je dis que c'est une application, mais c'est aussi un site et une application qui est destinée au grand public pour faire exactement la même recherche. Il faut savoir que c'est une application qui est traduite en plusieurs langues et elle s'appelle, et le site et l'appli s'appelle Bonjour, bonjour. Donc, peut-être que vous la connaissez déjà, mais vous avez en tout cas accès sur ce site internet. Et puis au milieu, vous avez une petite vidéo très courte qui vous explique un petit peu comment faire vos recherches sur cette cartographie et ce qu'il en est. Donc voilà, c'est une cartographie qui a été développée par les Cariforef, par un ensemble de Cariforef, et c'est disponible donc à votre disposition pour faire vos propres recherches sur vos territoires. Donc voilà un des premiers projets qui est fait avec le niveau national. Donc quand on dit niveau national, c'est le ministère de l'Intérieur via la DIAN, la Direction de l'intégration et de la nationalité. Avec cette même structure, 2 autres projets ont été initiés. Merci pour la slide. 2 autres projets qui ont donc une vocation différente de cette cartographie. Ces 2 projets sont à destination des intervenants, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, qui accompagnent des primo-arrivants dans leur formation linguistique. Alors, ces 2 projets, ce sont des apports pédagogiques pour vous permettre d'avoir du contenu et des idées d'intervention auprès de ce public. Notamment les bénévoles, hein, qui ne sont pas forcément outillés pour savoir, voilà, quand j'ai en face de moi une personne étrangère qui ne parle pas du tout français, comment je vais commencer mon apprentissage, comment je vais l'aider à faire son apprentissage du français, sachant que, voilà, la personne ne parle pas français, et cetera. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Quels outils je peux utiliser? Comment je m'y prends? Alors ça, c'est vraiment la genèse du premier projet qui s'appelle Doc en stock, qui a vu le jour en 2017. Et Doc en stock, c'est un projet partagé par un collectif de centres ressources illettrisme et analphabétisme de France. Donc bien sûr, le CRIA de Normandie en a été pleinement acteur. Et ce projet a donné lieu à une plateforme numérique qui est accessible donc à tous. Et sur cette plateforme numérique, vous allez y trouver une richesse d'outils et de méthodes pédagogiques à utiliser. Donc vraiment, je vous invite à y aller si vous êtes si vous faites de l'apprentissage du français auprès des primo-arrivants, ou si vous connaissez dans vos réseaux donc des bénévoles, des structures qui font donc l'apprentissage du français et qui pourraient venir trouver sur cette plateforme des idées d'actions à mettre en œuvre et de process d'activités à faire. Voilà. Merci Sandra. Et donc sur cette plateforme numérique, vous allez y retrouver donc des ressources, hein, pédagogiques qui sont gratuites et qui sont accessibles à tous. Sachez que nous aussi, donc en tant que centre ressources illettrisme et analphabétisme, nous avons aussi des outils que vous allez retrouver sur cette plateforme. Donc si vous voulez les emprunter, vous pouvez aussi revenir après vers nous pour avoir ces ressources. Doc en stock, c'est aussi des sessions de professionnalisation. Voilà, sur des modules courts, sur des thématiques, je vous donne une, en exemple qui va avoir lieu en Normandie sur l'hétérogénéité des publics en formation. Voilà.
comment je fais et comment je gère l'hétérogénéité des publics dans mes cours de formation. Doc en Stock, pour beaucoup, j'espère que vous le savez déjà, ce sont des webinaires mensuels, chaque mois, des webinaires sur des thématiques différentes qui vous apportent du contenu. Et sachez qu'on a aussi une modalité sur ces webinaires, c'est que vous pouvez venir les regarder chez nous. Soit sur le site de Caen, soit sur le site de Rouen. Alors, pas systématiquement, mais quelquefois, on vous propose de venir les regarder avec nous et ensuite d'en discuter ensemble et de faire un peu d'échange de pratiques entre nous. Donc voilà pour le projet Doc en Stock qui répertorie un petit peu toutes ces ressources. 2017, la création, et donc ça existe encore à ce jour. Euh, Il y a eu un petit constat à un moment donné où on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes analphabètes sur le territoire et que la méthode d'approche de ces publics était beaucoup plus complexe que d'approcher des personnes qui ont déjà été scolarisées dans leur langue maternelle. Alors, pareil, hein, un collectif de centres ressources illettrisme de France avons réfléchi à proposer au ministère de l'Intérieur et notamment à la Diane, un projet spécifique pour l'approche du public analphabète. Ce projet s'appelle Pop Alpha, c'est la partie droite de votre écran. Vous voyez, il est tout récent, hein, c'est un bébé, il date de 2022. Et ce projet Pop Alpha vous propose de vous approprier un petit peu plus une démarche d'approche d'un public analphabète. Ce projet, pardon, vous allez y trouver 3 axes. Un axe, de conseils pédagogiques en ligne que vous pouvez aller, voilà, vous aurez les sites, dans le chat. Vous pouvez aller demander un rendez-vous de 45 minutes avec un conseiller pédagogique qui répondra à vos questions sur, vos difficultés ou vos besoins en termes d'approche du public, analphabète. Deuxième modalité d'offre de service, ce sont des ateliers qu'on a appelés des ateliers Alpha Chat, une thématique par mois. Le mois dernier, c'était par exemple sur le code de la route. Comment je peux apprendre le code de la route à un public analphabète? Et là, en 3 heures, voilà, c'est des échanges avec l'intervenant principal qui vous apporte des réponses avec lesquelles vous pouvez dialoguer, vous pouvez échanger, etc. Et là, pareil, c'est disponible et gratuitement à tout le monde. Il suffit de vous inscrire. Voilà, merci d'avoir mis les liens dans le chat. Et puis, c'est aussi une formation de 3 jours qui s'appelle l'entrée dans l'écrit, parce que la particularité du public analphabète, c'est comment réussir à les faire rentrer dans l'écrit, un public qui n'a pas l'habitude de tenir un crayon dans les mains. Donc, c'est toute une procédure, en tout cas, qu'on propose à travers une formation de 3 jours, prochainement. Et puis enfin, le clou du spectacle, on va dire, de Pop Alpha, c'est la création d'une mallette pédagogique, une mallette pédagogique qui contient des ressources, qui est, donc disponible dans chaque département. Il y a une valise par département. On pourra vous donner, vous aurez en tout cas, pour chaque département à qui vous devez vous adresser pour pouvoir emprunter cette mallette pédagogique. Voilà, et donc n'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas pour ces 2 aspects d'apport, pédagogique, pour ne pas que vous soyez, isolés dans votre apprentissage avec les primo-arrivants, mais que vous puissiez, voilà, vous servir de tout ce contenu qu'on met à disposition des bénévoles et des professionnels également. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Je veux bien préciser quelque chose. Aïcha et Sandra, elles sont trop modestes pour le dire, mais la dernière rubrique de l'étude, c'est voilà, je les ai interviewées pour le CRIA. Et donc, vous retrouverez en fait dans cette interview toutes les actions qui sont proposées en Normandie en faveur du public FLE et tous les projets nationaux dont ceux dont vient parler Aïcha. Donc, vous retrouvez ça dans la dernière rubrique de l'étude. Merci Malika. Merci Malika.
Et merci à Aurélie d'avoir donné les liens dans le chat, au moins de Pop Alpha et de Doc en stock. Comme j'ai un problème d'écran et de souris, je ne peux pas vous partager les liens en direct, donc on va vous les donner aussi sur la cartographie. Et ils sont sur le petit visuel. Et ils sont, voilà, vous les aurez évidemment dans le diaporama, mais vous pourrez les avoir aussi dans le chat, c'est toujours mieux. Donc, on va vous les partager juste après. En complément justement de tout ce que Aïcha vient de vous dire, on voulait vous illustrer tout ce qu'on vient de dire. Alors, on n'allait pas mobiliser un primo-arrivant pour le webinaire, c'est toujours compliqué, etc. Alors, plutôt qu'avoir quelqu'un en direct, on s'est dit qu'on allait vous passer une petite vidéo, justement, qui est sur la plateforme Doc en stock présentée par Aïcha. Donc là, je vais faire attention à une tentative de partage de vidéo et d'écran, donc c'est toujours très risqué, on le sait. Si jamais ça ne marche pas, s'il y a des problèmes, parce que ça arrive que ce soit saturé, on vous donnera le lien sur la vidéo et puis on vous l'aurez, voilà, vous pourrez la regarder chacun, on va dire, de votre ordinateur après, au pire, mais je tente quand même le partage. Alors, on y va. Je vais voir si ça va marcher. Donc, je vais là. Il faut que je pense à partager le son. Admettre. Alors, Je suis originaire des îles du Cap-Vert, dans l'océan Atlantique. Ancienne colonie portugaise, indépendante depuis 1975. Donc je suis arrivé en France en 1974, je ne parlais pas un mot de français. Je connaissais juste un mot en français, c'est deux mots qu'on m'avait appris là, à travers des cousins qui avaient émigré. Là, c'était le mot peut-être. Donc quand je suis arrivé à l'école française, le premier jour, on m'a demandé d'aller au tableau, j'ai dit peut-être. J'ai dit que le mot que je savais. Donc je suis arrivé ici, je ne parlais pas un mot de français. On est arrivé en France en 1974, 5 enfants. À 14 ans, échec scolaire, parce qu'on ne connaît pas un mot de votre langue, hein, on arrive comme ça. Je n'ai pas un mot de votre langue. Il faut apprendre la langue, la base de votre langue, et après on passe à l'écrit. Voilà. Vous avez besoin d'une remise à niveau, et par l'association clé, vous allez arriver à ça. Et en plus, l'enseignante et les gens qui l'entourent, ils ont l'amour de faire passer à savoir, et puis vous mettre dans la bonne ambiance. Donc, moi, je vous invite à venir, et venez nombreux. Amenez même vos frères et sœurs. Et même vos parents, même s'ils sont vieux, il n'y a pas d'âge pour apprendre. voilà pour cette vidéo. Hein. J'espère que vous avez pu entendre le son. On pourra vous redonner le lien si vous souhaitez. Donc, il y a plein de vidéos de ce type-là sur la plateforme Doc en stock notamment, si vous voulez en voir d'autres. On est en avance sur le timing, ce qui est plutôt bien. C'est toujours mieux de finir avant qu'après. Donc, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour profiter du temps qu'on a encore, si on peut vous apporter un éclairage côté Carrefour-F, mais aussi du côté des partenaires qui sont intervenus pour le CASNAV, et puis Jérôme Leclerc pour tout ce qui était le descriptif du CIR et du parcours au FI. Donc, n'hésitez pas à prendre le petit temps qui nous reste pour poser quelques questions ou réagir même, hein, si vous avez des réactions à faire. Sinon, je vais repasser la main peut-être aussi et repartager, toujours le jonglage, repartager le diaporama pour terminer cette présentation. Hop. Est-ce que pendant que je parle, il y a eu des réactions dans le chat ou pas pendant que je partage, Aïcha? Merci. Non, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on voit bien le diaporama? Oui, a priori, ça a l'air de fonctionner. Alors. Oui, à la fin du diaporama, donc on vous a remis le lien pour pouvoir consulter l'intégralité de l'étude.
Et en fait, ce webinaire, il fait partie d'une série qu'on a mis en place depuis quelques mois au Cariforef. Ça s'appelle les rendez-vous du Cariforef, avec à chaque fois une thématique ou un outil, enfin un dispositif abordé. Donc, les prochains rendez-vous du Cariforef, je veux bien, ça aura la petite slide. Voilà, donc il y en a 2 de programmés pour l'instant. Il y en aura un en lien avec la lettre d'A qui est publiée, qui est déjà sortie, je crois. Donc, ce sera un webda sur les métiers, enfin le secteur de la logistique et du transport. Donc, la date est fixée au 10 avril. Et un autre qui viendra sûrement sur le mois de mai, qui sera consacré aux chiffres clés de l'apprentissage. Voilà, c'est tout. S'il n'y a pas de questions. J'ai vu qu'il y avait des questions et que Aïcha répondait un peu au fur et à mesure dans le chat, j'ai l'impression. Moi, je vous apporte une information complémentaire. On vous donnera des éléments, mais on prévoit aussi de faire quelque chose là, un temps qui sera plutôt en présentiel sur la problématique justement des primo-arrivants. Donc, on reparlera de l'étude réalisée par Malika qui est fort précieuse et puis on apportera d'autres éclairages à ce moment-là. Et ce sera en octobre, certainement pendant la semaine de l'intégration. On pourra vous en redire plus, évidemment, dès qu'on aura les éléments là-dessus. N'hésitez pas à vous tenir informé, tout comme vous avez pu être informé aujourd'hui de ce rendez-vous du Cariforef. Vous aurez les éléments ultérieurement. Alors, on voit quelqu'un qui demande si je peux remettre la diapo précédente. Avec le lien de l'étude. Alors, du coup, on va peut-être vous le remettre dans le chat aussi. Avant de partir aussi, je ne vous demande pas partir, je vais vous lancer un dernier, pour ceux qui peuvent y répondre, un dernier petit sondage. Parce que du coup, on va vous demander d'apporter une petite note au webinaire que vous venez de suivre à travers des petites étoiles. Donc, si vous pouvez, avant de partir, prendre le temps de répondre au sondage, on vous en remercie. Donc, du coup, je vais départager pour lancer mon petit sondage. On va vous redonner le lien sur l'étude. Et il y a une question peut-être que je n'ai pas vu passer. Je vois qu'il y a des questions peut-être il me semble, sur des ressources. Alors, on est à la fois, nous, centre de ressources, c'est-à-dire qu'on est un lieu où vous pouvez venir emprunter, que ce soit des méthodes pédagogiques, mais aussi, par exemple, des jeux qui sont beaucoup utilisés pour travailler avec les primo-arrivants sur plein de thématiques. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder en ligne les ressources documentaires que vous pouvez emprunter et à prendre rendez-vous, parce que c'est quand même mieux de prendre rendez-vous plutôt que venir directement dans nos centres de ressources. Alors, je dis non parce on est implanté sur Caen et Rouen et on a des ressources disponibles sur les 2 sites. Mais le plus simple, c'est quand même de nous contacter au préalable et de préciser votre demande. Donc, on ne va pas pouvoir répondre. J'ai vu qu'il y avait des questions sur les liens, sur des ressources précises pour un public précis, mais sachez qu'on est outillé, qu'on en a beaucoup à disposition. Peut-être, Aïcha, tu vas apporter un complément là-dessus. Et je vais lancer la petite évaluation pendant ce temps. Alors, c'était quelle question déjà? Parce que j'étais en train de chercher le lien pour la en tout cas, tout ce qui est, pour toutes les questions des ressources, n'hésitez pas à nous contacter, hein, Sandra et moi, et on se fera le relais avec, notre collègue, Nathalie Riandière aussi, qui fait partie du centre ressources, illettrisme et analphabétisme. Mais voilà, et on pourra vous apporter des réponses. Si on n'a pas la ressource, on peut, toujours trouver des solutions pour que vous ayez les informations. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, quel lien ne fonctionne pas? C'est l'étude. Ah, c'est celui de l'étude. D'accord. Bah alors, on va vous remettre le bon lien, hein, parce qu'il fonctionne. Donc et de toute façon, le support, on va l'envoyer aussi à tout le monde. Oui, vous serez tous, je l'ai dit au début, vous serez tous destinataires parce que alors je l'ai dit au début, on a enregistré le webinaire, il va y avoir un petit temps d'attente, évidemment, ça ne va pas être dès demain disponible en ligne au niveau du replay, hein, parce qu'il y a un temps de montage du webinaire qui va être fait par des collègues, donc ça ne sera pas tout de suite, mais dès que le replay sera accessible, vous aurez aussi le support qui sera accessible aussi. Ce que je propose, c'est que dès à présent, on peut envoyer aux participants, on pourra rapidement vous envoyer le diaporama, comme ça vous aurez le lien au moins. Et puis l'accès au replay, vous le verrez plus tard, hein, pour ceux qui souhaitent éventuellement communiquer dessus. On peut faire ça en 2 temps.
Donc, est-ce que mon petit sondage est visible ou pas? Oui. Est-ce que moi, je peux voir les résultats? Donc, a priori, ça a marché. Est-ce que j'ai pu le lancer? Je crois que oui. C'est lancé, hein. Oui, c'est lancé. Merci Aïcha, parce que moi, j'ai toujours un doute sur ce qu'on voit entre les deux écrans, là. C'est toujours complexe. En tout cas, merci. Je tiens aussi à remercier à nouveau Florian Monod, Sandrine Boussarnelli du CASNAV et puis Jérôme Leclerc d'Éducation et Formation d'avoir été présents à ce webinaire qu'on a pu faire ensemble, d'avoir pu apporter leur éclairage qui montre aussi l'articulation entre les différents dispositifs pour le public primo-arrivant existant en Normandie. Et on reste, comme l'a dit Aïcha, aussi à vos dispositions pour des éléments complémentaires. Et puis, je remercie surtout aussi Malika pour l'étude qu'elle a réalisée. À vous. N'hésitez pas à diffuser, communiquer et à nous dire aussi, nous faire part de vos retours suite à ce webinaire. En tout cas, bonne fin de journée à tous. Et puis, à très bientôt pour un. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.